ce que je vais essayer de faire ce soir, c'est de vous apporter des connaissances dans le but de vous donner des clés. Je ne peux pas prétendre, et c'est pour ça que je n'aime pas trop qu'on me qualifie d'expert, parce que d'une manière générale, j'aime pas appeler les gens d'experts, parce que quand on se fait nommer expert, ça donne la sensation qu'on est tellement à un haut degré qu'on est intouchable, alors que moi je prétends ne pas tout savoir, et puis j'ai pas envie de donner la sensation de vouloir écraser les autres, parce que ça donne aussi cette sensation-là quand on est expert, c'est qu'on écrase un peu les autres. Donc voilà les drones en fait, rôle en jeu, et puis on corrigera la faute qu'il y a en même temps plus tard, sur le titre. Les drones, ou en anglais on appelle ça des Unmanned Aerial Vehicles. En fait c'est véritablement un système d'armes qui est en train de révolutionner la façon de faire la guerre aujourd'hui. On a un moyen d'observation nouveau, on a des moyens de tuer les gens, parce que la guerre c'est quand même ça, on a souvent tendance à l'oublier. Moi qui ai la chance de ne pas avoir vécu une période de guerre, mais pour aller sur des théâtres de guerre de temps en temps, je sais ce que c'est donc tuer des gens. Et ça donc, forcément, ça remet en cause la question du droit international humanitaire. Et c'est ça qui pose aussi question, c'est ces ensembles de choses qui posent question. Donc les drones, on les a affublés comme tous les types de systèmes d'armes, c'est assez normal, de noms assez vengeurs, assez forts, assez militaires, comme le Reaper, un nom américain qui veut dire la faucheuse, comme le Predator, qui laisse entendre que c'est la faim, des noms de chouettes, la Harfang par exemple, qui vient donc rôder au milieu de la nuit. Progressivement, c'est donc devenu des armes essentielles pour l'ensemble des états-majors à travers le monde. Aujourd'hui, à peu près toutes les armées, même les groupes terroristes, on le verra un petit peu plus tard, sont dotés de différents systèmes d'armes, de différents systèmes de drones. Alors évidemment, ils n'ont pas toutes la même qualité et compétence ou destination, mais enfin tout le monde arrive à avoir, je dirais un petit peu, à avoir son drone. Les médias relaient assez très fréquemment, un petit peu moins ces derniers mois, puisque les conflits ont diminué en termes d'intensité au niveau du Pakistan, enfin au niveau de l'Afghanistan, mais les médias ont relayé très fréquemment les attaques des drones américains sur des djihadistes ou sur des camps terroristes dans le nord de l'Afghanistan. Et puis à ces victimes qui restent des victimes, à ces victimes terroristes, s'ajoutent bien souvent, en fait, et c'est ça qui pose problème, de nombreux civils. Puisqu'on s'aperçoit que ces drones, malgré normalement la volonté de pouvoir millimétrer, de pouvoir tuer des personnes précisément, de nombreux civils font partie également malheureusement du lot, et c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux, donc c'est ce qui pose énormément de problèmes. Donc depuis une dizaine d'années, on croit que ce drone, ce système d'armes existe depuis encore une petite dizaine d'années, alors que c'est faux. Les drones ont été plus ou moins inventés au début de 1920, 1910, 1920. Donc on s'aperçoit que c'est un système d'armes qui est beaucoup plus ancien, même si évidemment, bon, je dirais, on arrive tout doucement à son apogée, puisque vous avez demandé tout à l'heure s'il n'y avait pas un petit drone qui nous filmait dans la salle. Donc effectivement, on a des grands drones qui font presque une dizaine de mètres d'envergure, aujourd'hui des drones qui sont de la taille d'un moustique. Donc effectivement, on a une palette de drones qui sont capables de faire différentes choses, en de l'attaque, c'est-à-dire porter des armes, de la reconnaissance, simplement de transmettre des informations, d'être dans des milieux, tous les types de milieux qui existent aujourd'hui, donc sous l'eau, bien sûr milieu aérien, bien sûr au niveau du terrestre, et évidemment aujourd'hui on a des drones qui sont capables aussi de rester très longtemps, autant dans des milieux très hostiles, chauds ou froids, donc en Arctique. Actuellement les Russes ont déployé un certain nombre de drones pour pouvoir surveiller ce territoire arctique qui pose un certain nombre de problèmes. Et bien évidemment, vous l'entendez à la télévision, les forces françaises aidées des forces américaines ont des drones aujourd'hui dans les déserts du Sahara au Mali, où donc c'est un milieu chaud qui pose aussi d'autres problèmes technologiques pour ces systèmes. Donc voilà, le drone a véritablement envahi le secteur de la défense, tant dans les airs que sur la mer ou sous l'eau, comme je viens d'indiquer, mais les applications civiles aussi. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir dans la question du drone. Il y a évidemment toute la problématique que pose l'utilisation du drone en tant que tel, en tant que système d'armes, mais il y a aussi toute une évolution autour de ce qu'apporte cette technologie pour nous, pour notre milieu civil, et qui peut être aussi très bénéfique et très positif, et c'est en ça aussi qu'il faut garder à l'esprit. Avec là aussi, à nouveau, la question du respect du droit de la vie privée. Voilà. Sachant qu'évidemment, depuis un mois et demi, 2 mois maintenant, on parle beaucoup de drones à cause des menaces ou des rumeurs aussi qu'on nous fait peser sur la possible visite de drones autour de centrales nucléaires. Donc on verra si tout est avéré ou pas. Voilà. Donc pourquoi un bourdon en fait? Parce que tout simplement drone c'est un mot anglais qui veut dire bourdon, qui est donc le mâle de l'abeille, qui a été octroyé au début des années 30. L'idée étant qu'à cette période-là, il y avait un avion qui s'appelait le DH-82 Queen Bee, donc Queen pour reine et Bee pour abeille, donc la femelle. Et donc ce DH-82
faisait un bruit, faisait beaucoup de bruit, avait un vol très lent, très paresseux. Donc ils ont inventé ce terme-là, bourdon, pour les premiers drones qui étaient mis en place. Donc si on donne une première définition de ce qu'est un drone, un peu classique, je dirais, c'est un aérodyne. Donc ça veut dire que c'est un aéronef plus lourd que l'air, à la différence d'un aérostat, comme les ballons par exemple. Sans équipage, qui est piloté ou programmé, qui peut être utilisé pour différents types de missions. La reconnaissance, principalement, c'est pour cela au départ qu'il a été donné, pour les missions d'attaque au sol, on le verra par la suite. Le drone, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas simplement quelque chose qu'on envoie dans le ciel, puisque c'est celui qu'on a le plus souvent à l'image, c'est un ensemble de systèmes, c'est-à-dire qu'effectivement, il va être dans le ciel, mais vous allez avoir au sol un certain nombre de personnes qui vont être chargés à la fois de recueillir les informations que celui-ci va vous envoyer et en même temps qui vont être nécessaires pour pouvoir le guider. Donc voilà, c'est vraiment un ensemble, ce n'est pas seulement un simple appareil isolé, c'est vraiment un ensemble de systèmes qui permet de pouvoir se doter de ces moyens extrêmement importants aujourd'hui pour les militaires. C'est donc un véhicule terrestre, par exemple, de surface, aérien, spatial. Aujourd'hui, on a des drones spatiaux, les Américains principalement, qui s'appelle le X-37B, qui est resté presque 300 jours dans l'espace. Donc, ce qui montre aujourd'hui une certaine capacité technologique à pouvoir se doter de systèmes extrêmement avancés. On a aujourd'hui des drones sous-marins qui sont dotés d'une certaine autonomie, qui permettent, on le verra un peu plus tard, des missions tout à fait nouvelles. Voilà, donc on les a classifiés selon différents types, s'ils étaient donc aériens, sous-marins ou terrestres, à travers le monde. Aujourd'hui, on donne aux drones en fait une capacité d'embarquer une charge utile. Alors la charge utile, c'est pas forcément uniquement un missile qu'il va embarquer, c'est aussi des moyens divers de surveillance, des caméras, des systèmes de retransmission, des caméras infrarouges, des moyens de transport également. Donc voilà, c'est tout ceci qui explique, ce qui définit un drone, à la différence d'une simple maquette en fait d'un petit avion télécommandé, où en fait celui-ci va simplement venir et repartir, mais ne sera pas doté de ces ensembles de moyens de communication extrêmement importants, et surtout n'aura pas aussi la capacité de réaliser tout seul quelque chose, parce que c'est ça aussi le drone, il a aussi la capacité de réaliser tout seul quelque chose. Bien sûr, l'être humain peut reprendre la main à tout moment, mais on le verra là aussi, c'est ce qui peut poser un problème, le fait de laisser ces systèmes d'armes au ciel. On a trois grands types de drones, si on essaye de les classifier, je dirais qu'on a les mini-drones, qui sont très petits, qui ont une masse au décollage inférieure à 15 kg, qui ont une capacité maximale de rayon d'action de 5 à 15 km et sur une hauteur de 300 mètres d'altitude, ce qui est déjà en soi pas mal quand même, 300 mètres d'altitude, il faut se représenter un peu ce que ça peut donner. Mais l'autonomie en vol est assez restreinte, entre 2 et 4 heures. Généralement, c'est plutôt des drones qui sont lancés à la main, et qui ont eu un usage très important aujourd'hui dans le système militaire américain. Le plus fameux, je vais vous citer un certain nombre de noms, parce qu'il faut que je vous les cite, voilà, mais évidemment ne les retenez pas. Il s'appelle le Raven, voilà, c'est une sorte de grosse maquette, on pourrait dire, qu'un militaire va lancer comme ça à la main. Donc l'avantage, c'est très pratique, c'est pas très lourd, ça permet à une équipe qui est basée au sol de pouvoir avancer rapidement et d'avoir des systèmes, un moyen de reconnaissance, de savoir ce qui se passe de l'autre côté de la colline en fait, parce que c'est quand même ça important. Il faut bien s'imaginer qu'on s'en sert parce que c'est un système d'armes, mais parce qu'on est en guerre quelque part. Voilà. Après, on a les drones qui sont plus importants, qui sont généralement ceux qui sont équipés dans les plus grandes armées du monde, comme la nôtre. Même si on arrive tout doucement à s'en équiper, parce que ça coûte de l'argent et ce n'était pas forcément une priorité, ou ça n'a pas été au bon moment priorisé dans les politiques de défense il y a une quinzaine d'années. Donc c'est ce qu'on appelle le drone mâle, pour moyenne altitude longue endurance. Donc vous voyez, la moyenne altitude c'est quand même 6 à 12 000 mètres d'altitude, donc ça fait déjà une bonne altitude. L'endurance c'est jusqu'à 18 à 20 heures, donc ça fait déjà aussi une bonne endurance. Et c'est quand même un appareil qui est capable de voler pendant près de 20 heures, ce qui montre une capacité de renseignement accrue et de faire planer un doute aussi au-dessus de l'ennemi. Puisque là aussi, on est dans un théâtre de conflit. Si l'ennemi sait qu'il a quelque chose au-dessus de lui, qui le surveille en permanence, forcément ça engendre une nécessité pour lui d'augmenter ses protections et ça engendre un certain stress. Voilà, donc celui-ci a été principalement utilisé, et est utilisé aujourd'hui par exemple pour la France au Mali, mais a été énormément utilisé dans le cadre du théâtre afghan.
Le plus fameux, c'est le Predator, c'est celui qui est le plus souvent utilisé par des missions de combat américaines, qui est souvent chargé de missiles. Et puis nous avons aujourd'hui, la France a acheté un certain nombre de drones de ce type-là, qui s'appelle le Reaper, donc la faucheuse, auprès des Américains. Voilà. Et on a le plus important des drones, le HAL, le Haute Altitude Longue Endurance, dont le plus fameux est le Global Hawk, qui fait presque 15 mètres d'envergure, qui a une sensation comme ça de voir quasiment un avion en fait, totalement, qui est issu du constructeur américain Northrop Grumman et qui lui peut voler sur une distance de près de 23 000 km. Donc je ne sais pas si vous pouvez vous représenter ce que ça fait, mais ça fait par exemple jusqu'à Los Angeles à peu près. Donc ça permet véritablement de pouvoir laisser ce système là aussi dans le ciel et de pouvoir maximiser le nombre de renseignements. Ça permet aussi de l'économie d'un certain nombre de moyens. Vous avez qu'un seul appareil dans le ciel alors qu'avant il fallait mettre un système embarqué avec des pilotes qui devaient se relayer pendant un certain nombre de temps, avec tous les risques que cela encourait en termes de pertes humaines, puisque là aussi c'est une des volontés, c'est de diminuer le nombre de pertes humaines. Donc là nous avons des images du Predator et du Reaper chargés, pour ce qui est du Reaper américain qui est équipé de systèmes d'armement. Pour les Français, on le verra un peu plus loin, la question aujourd'hui se pose. La question se pose. On a, comme je l'ai évoqué, différents types de drones. Aujourd'hui, on a fait une évolution. Avant, on était uniquement sur le drone principalement aérien, voire un petit peu robotique au niveau du théâtre au sol. Et rapidement, les ingénieurs ont compris qu'il y avait toute une utilité à avoir des drones marins, des drones sous-marins, pour la protection des côtes, pour la protection du chenal, pour faire des missions de déminage. Et tout doucement, la France, qui a un énorme retard sur la question du drone aérien, a commencé à mobiliser un certain nombre de ces industriels, enfin ces industriels français ont commencé plutôt à se mobiliser sur cette question des drones sous-marins autonomes. Et c'est ainsi qu'on a l'exemple de l'Étoile Noire ou le Steren, qui est en fait un porte-drone français, qui est une société bretonne, qui s'appelle Pêche à Lu. C'est un gros catamaran finalement, qui fait 17 mètres de large, 17 mètres de long sur 8 mètres de large, 25 tonnes, qui a pour mission en fait de déployer, comme de récupérer différents types de matériel, à la suite par exemple d'essais de missiles, vous avez toujours des choses qui retombent au sol, donc il faut aller les récupérer, qui embarque un certain nombre de sonars, qui embarque d'autres drones sous-marins qui eux sont capables de partir de ce bâtiment, d'explorer des zones, de protéger des zones et de revenir dans ce bâtiment. Voilà, c'est un bâtiment qui est en test encore actuellement, qui a montré un certain nombre de choses très positives et qui devrait certainement à l'avenir être une des composantes de la marine nationale, et puis d'autres types de marines sont en train de se doter également de ce même type de système sous-marin. Il faut voir que l'ensemble des marines du monde essayent plus ou moins de travailler sur ce type de système-là. L'avantage, c'est que ça ne coûte pas très cher. Si jamais on a une perte technologique, déjà on n'a pas de perte humaine, ce qui est très important pour nos sociétés à nous occidentales du zéro mort. Technologiquement, donc comme je l'ai indiqué, le coût est assez faible, on est sur quelques centaines de milliers d'euros, ou quelques dizaines, quelques petits millions d'euros, ce qui montre que c'est extrêmement faible par rapport à des coûts de plusieurs milliards quand on emploie un sous-marin, par exemple. Donc voilà, donc Israël, par exemple, s'est lancé sur ce type de marché, et la France est donc en tête de ce type de marché. Mais si on essaie un petit peu de revenir aux origines, avec un petit peu d'histoire, il faut voir qu'il y a à peu près, il y a plus de 2000 ans, différentes armées mettaient en avant des cerfs-volants pour faire fuir leurs ennemis. Donc c'est déjà un peu le début en quelque sorte du drone. Et puis un peu plus près de nous, au début du 19e siècle, c'est les montgolfières qui ont commencé tout doucement à endosser ce rôle, c'est-à-dire que Napoléon avait mis en place des bataillons d'aérostats en fait, pour pouvoir justement à la fois avoir une vision du champ de bataille en 3 dimensions, et puis par la suite on a compris qu'on pouvait jeter un certain nombre de choses, donc les premières bombes, les premières grenades sur l'ennemi. Lors de la Première Guerre mondiale, on a eu les premiers essais. Alors c'est resté très secret, pas secret uniquement dans le sens du secret défense, mais secret parce qu'il y a eu très peu d'expériences qui ont été réalisées. Il faut bien voir qu'à cette époque, on avait encore quelques doutes sur la pleine utilité de l'aviation. L'aviation était vraiment au départ uniquement destinée à de la reconnaissance aérienne. On n'avait pas du tout encore cette notion d'utiliser ce système aérien comme un système d'armes, puis c'est venu quand même assez rapidement dans le conflit. Mais bon, on a eu quelques essais. Aux États-Unis, on a un projet Air Wilkes-Barre Automatic Airplane. Donc l'idée, c'est de lancer un avion qui va pouvoir voler
et apporter des renseignements aussi. Et puis en France, on a Georges Clemenceau, qui est alors président de la commission sénatoriale de l'armée, qui lance aussi ce projet d'avion sans pilote avec un capitaine très fameux dans l'aviation, dans l'armée de l'air, qui s'appelle Max Boucher, et qui fera voler un premier avion sur 100 km, un avion voisin, à l'époque un grand industriel aéronautique, l'avion BN3. Donc c'était vraiment une prouesse pour l'époque d'arriver à pouvoir réaliser ce système-là. Sachant qu'à l'intérieur, celui-ci était guidé par ondes télégraphiques sans fil. Voilà, donc c'était vraiment une première innovation, un premier pas franchi pour cette période. Mais grosso modo, tout est resté plus ou moins lettre morte et n'a pas été très actif, je dirais, jusqu'à la guerre de Corée, et notamment jusqu'à la guerre du Vietnam, où là, véritablement, les drones sont devenus un système essentiel et très important de l'armée américaine. Pourquoi? Tout doucement, même si ce concept n'était pas encore pleinement existant, surtout pour le Vietnam, le concept du zéro mort commençait à faire son arrivée, c'est-à-dire qu'il fallait véritablement limiter le nombre de morts. Et l'avantage avec ça, c'est donc au pire, on perd un système aérien, mais on ne perd pas de victimes, on ne perd pas d'hommes. Et ça, c'était extrêmement important. D'autre part, on peut lui demander de faire un certain nombre de missions qui n'ont peu de valeur, c'est-à-dire que larguer des tracts, autant sacrifier un système là encore, plutôt que de sacrifier un avion avec un être humain dedans, si c'est pour lancer des tracts dans lesquels on va indiquer à la population vietnamienne qu'on est là pour la protéger contre le Viet Cong. Donc voilà, donc le drone va avoir tendance à se développer véritablement pendant la période de la guerre froide, de façon assez importante, des deux côtés, autant au niveau de l'Union soviétique qu'au niveau des États-Unis. Plusieurs dizaines de milliers de missions vont être réalisées par ces systèmes-là, permettront de déjouer un certain nombre de défenses aériennes chez l'adversaire, le plus fameux étant celui-ci qui se nomme le Firebee. 3000 sorties, il aura effectué au total 3000 sorties, ce qui montre véritablement la volonté d'utiliser de plus en plus ce système-là et de montrer son intérêt. Dans les années 70, pareil, l'état-major israélien se lancera aussi dans la mise en place et la technologie de ce type de drone, notamment pour faire face aux défenses antiaériennes syriennes, puisqu'on arrive dans les premières guerres avec la Syrie, avec les États arabes. Ce sera le cas notamment en 1982, où Israël utilisera ce type de drone. Ils les armeront pour aller anéantir directement des défenses antiaériennes. Et les informations qui seront rapportées des autres drones, des drones à reconnaissance, dont l'action sera plus une reconnaissance, permettront, eux, de permettre à l'aviation israélienne d'aller détruire près de 90 avions. Donc à partir de cette période, on se rend véritablement compte de l'apport et de la valeur ajoutée que les drones vont pouvoir donner. La guerre du Golfe sera aussi la première... J'ai passé un slide, a dû sauter, pardon. Hop. Ouais. Juste avant la guerre du Golfe, on a bien sûr la guerre du Kosovo, on a la guerre du Golfe, où la guerre du Golfe va montrer véritablement tout l'intérêt aussi du drone dans ces zones désertiques et va faire franchir un pas à l'ensemble des armées à travers le monde. Il faut bien voir qu'on est en 91, on est à la fin de la guerre froide, on a quand même des deux côtés, mais surtout de notre côté, puisque pour le coup on n'est pas en guerre contre le bloc soviétique, on a accumulé un certain nombre de systèmes d'armes qui n'ont jamais été utilisés, puisqu'on ne s'est pas combattu contre le bloc soviétique. Donc il y a un certain nombre de systèmes d'armes qui vont être utilisés contre Saddam Hussein, dont notamment les drones, et qui vont montrer justement toute leur efficacité, toute leur importance de supériorité aérienne. Puisque là, on est véritablement rentré dans le concept de zéro mort. La guerre du Kosovo, en 1998-1999, permettra véritablement là aussi de montrer que ce système d'armes, outre de reconnaissance et de bombardement, permettra d'accélérer la guerre. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons des systèmes de missiles guidés par laser, mais bien souvent, il faut des troupes au sol pour pouvoir envoyer un laser sur une cible et que l'avion qui est censé venir larguer son missile dessus soit connecté au laser. Là maintenant, ce sont des drones qui vont réaliser ce type de mission, donc pareil, une nouvelle fois, plus besoin de mettre de troupes au sol. Donc on est encore dans cette volonté de diminuer le nombre de morts, je le répète encore, pour nous occidentaux, parce que c'est vraiment une vision très occidentale, ce concept de zéro mort. Donc voilà, la guerre du Kosovo est véritablement emblématique, elle est vraiment conduite uniquement au niveau aérien, il y aura 0 soldats de l'OTAN qui seront débarqués au Kosovo pendant le conflit. Donc un certain nombre d'opérations de guidage vont être menées. Et donc
on s'aperçoit bien que depuis les premières utilisations des drones au Vietnam, avec qui s'appelait donc le Firebee, la mission, l'ensemble des panoplies de missions qui vont être dévolues à ces systèmes vont être de plus en plus importantes et ne vont plus donc se cantonner uniquement à la reconnaissance et au renseignement, comme c'était le cas au départ. Donc le basculement vers des missions de combat et des assassinats ciblés se fait de plus en plus et va se pratiquer de plus en plus, puisque nous sommes dans le cadre du zéro mort. Le drone est piloté à distance. Principalement, si on prend les États-Unis, le centre de pilotage de drone est à Tampa, en Floride. On imagine bien que quand le drone décolle d'une base au Niger ou d'une base qui est située à Djibouti, donc il y a une distance qui est assez importante. Et ça montre bien la volonté des États de ne plus assumer directement le coût de la guerre et de ne plus accepter pour lui, d'une part, des pertes humaines, et de montrer qu'on a évolué, on n'est plus réellement dans une action de guerre directe, de guerre individuelle, mais on rentre dans des enjeux de guerre floute, assez importantes. Les premiers véritablement assassinats ciblés vont se faire à la suite des attentats du 11 septembre. C'est ainsi que le 5 novembre 2002, c'est un drone Predator qui va, équipé de missiles anti-chars, va détruire un premier véhicule qui appartenait à la mouvance islamique Al-Qaïda. Et puis en novembre 2004, une première frappe va être effectuée également au Pakistan. Il faut bien voir que ce type d'action est uniquement aujourd'hui l'apanage, si je peux dire, des forces armées américaines et des États-Unis. La France n'a jamais encore réalisé ce type de frappe, ce type d'assassinat ciblé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de nos drones, on le verra un peu plus tard, ne sont absolument pas armés. Donc c'est la raison prioritaire qui fait qu'on n'est pas dans ce type de politique et je ne pense pas qu'on puisse rentrer un jour du fait de la conception même de notre action de défense, rentrer dans un jeu de ciblage et de vouloir tuer des gens d'assassinat direct. Donc on voit très clairement qu'on a une triple évolution dans l'utilisation du drone. Le premier moment, c'est la guerre du Kosovo en 1999, avec des drones armés et non armés qui sont utilisés à des fins non armés qui sont utilisés à des fins de surveillance et de reconnaissance. La deuxième phase, ce sont les drones armés en appui aux troupes au sol pendant la guerre en Afghanistan. Et la troisième étape, c'est aujourd'hui, c'est la chasse à l'homme par les airs qui se pratique de plus en plus. La phase qui va arriver dans quelques années, ce sont les drones létaux autonomes, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui décideront s'ils ont le droit de vie ou de mort. Et ça pose un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, il y a des campagnes internationales qui sont mises en place contre ce qu'on appelle les killer robots, donc des robots tueurs, pour justement que l'homme garde la main mise tout le temps et ait tout le temps la sensation, puisqu'on voit bien que là on n'a déjà plus la sensation de faire la guerre, c'est déjà plus la même chose que on fête le centenaire de la Première Guerre mondiale. J'imagine que lorsqu'un poilu allait enfoncer sa baïonnette dans les tripes d'un soldat allemand, il devait véritablement sentir la peur et le sang et l'ensemble des tripes du soldat allemand qui sortait. Là, quand vous êtes assis dans un beau fauteuil, même si c'est un fauteuil pour piloter, vous avez un ensemble de systèmes ordinateurs, vous appuyez sur une touche, vous envoyez un missile, forcément votre sensation en tant qu'être humain est totalement différente, elle est voire même proche de zéro, parce que le soir en plus vous allez rentrer chez vous et dîner avec vos enfants et avec votre épouse. Donc ça change totalement la donne. Donc c'est pour ça que ce type de génération future, donc là où on va déléguer à des robots eux-mêmes, même si on leur a donné une information d'avoir le droit ou pas de tuer des personnes, pose véritablement un problème. Donc le drone a profondément changé l'art de la guerre. La guerre elle devient unilatérale. Il n'y a plus de rapport de réciprocité dans ce que je disais, quand un poilu enfonçait ça vous fait frémir, j'ai l'impression. Mais c'est ça la guerre, il faut bien voir qu'il faut... Malheureusement c'est horrible, mais on est aussi dans un monde où on essaye d'adoucir la réalité, mais la réalité elle est assez horrible si on la regarde véritablement. Donc c'est une forme de violence télécommandée, la puissance, un instrument de pouvoir impérial, aujourd'hui qui est défini uniquement par des militaires et qui s'attribue un droit de police, en quelque sorte. Donc ce droit de police à l'échelle mondiale pose un certain nombre de problèmes. On peut s'apercevoir que depuis donc, le début de la décennie, depuis l'an 2000, les États-Unis ont réalisé un nombre incroyable de frappes militaires à travers le monde, puisqu'on arrive à plusieurs milliers de frappes sur certaines périodes.
On s'aperçoit aussi que contrairement à ce que l'on pourrait croire, mais ça va aussi du fait de l'augmentation de l'usage du drone, ce n'était pas uniquement pendant la période de l'ère Bush, où on a fait passer, ce qui n'était pas forcément faux, Bush comme une personne assez semblante, mais là on voit bien que c'est sur la période avec le président Obama où on lui attribue plus souvent des auras pacifistes, surtout depuis qu'il a eu son prix Nobel de la paix. Voilà, donc depuis 5-6 ans, le nombre d'attaques de frappes de drones américains au Pakistan par mois est assez impressionnante ce qui démontre véritablement une volonté de chasse à l'homme et d'utilisation de ce système d'armes, quitte à avoir un certain nombre de pertes humaines extrêmement importantes. Donc c'est vraiment l'utopie d'un pouvoir qu'on pourrait qualifier d'aéropolitique, c'est-à-dire que je suis dans le ciel, j'ai ce pouvoir politique de pouvoir frapper n'importe qui à travers le monde, en un simple claquement de doigts, sachant que chaque mardi, normalement, le président Obama établit ce qu'on appelle une kill list, c'est-à-dire une liste de personnes à tuer, à assassiner, et c'est pour ça qu'on a véritablement changé d'esprit, on n'est plus dans un esprit de guerre, on est véritablement dans un esprit d'assassinat. Et ça pose quand même un problème. Où un homme va décider d'aller tuer des personnes à travers le monde. Donc, ces personnalités, les personnes qui sont destinées à être tuées donc, sont établies tous les mardis. Enfin, on exagère un peu en disant tous les mardis, mais généralement ça se produit le mardi, mais pas chaque semaine. Et puis, le deuxième moyen de repérer les personnes qui vont être assassinées, c'est par décryptage de signatures radio, c'est-à-dire on va concevoir ou on va penser que des personnes qui sont proches de différents types de mouvements en raison de leurs actions, en raison de messages qu'ils vont poster ou de messages qu'ils vont transmettre via Internet ou différentes choses comme ça. Alors attention, hein, ce n'est pas le simple petit message sur Facebook qui veut dire qu'il est contre Obama ou autre chose comme ça, parce que sinon, je crois qu'il faudrait beaucoup de drones à travers le monde. Mais ou en tout cas où cette personne est détectée comme pouvant être potentiellement dangereuse dans le futur, va être ajoutée à cette liste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans la phase où on va tuer avant même que la personne aura véritablement réalisé quelque chose, où on imagine qu'elle est sur un groupe terroriste ou qu'elle en est extrêmement proche et donc elle va poser un problème. Donc voilà, on n'est plus dans le domaine du constat flagrant, mais on est véritablement de passer dans l'ère du soupçon aussi, sachant qu'on cible souvent des combattants présumés. Donc depuis 2004, il y a eu 4700 morts civiles. Et ça aussi, c'est à prendre en compte et ça fait partie des choses chez nous en France où on a une politique véritablement importante. Par exemple, lorsqu'on a un pilote de chasse qui va être amené à utiliser son armement, comme c'est le cas aujourd'hui au Mali ou en Syrie où on fait un certain nombre de frappes, il a une obligation de rapporter sa vision du théâtre au sol. Sa vision est transmise pas très loin de chez moi d'ailleurs, à côté de Lyon, il y a une base OTAN, une base aérienne du Mont Verdun, mais il n'y a jamais un avion qui atterrit, parce que c'est uniquement une base radar qui est enterrée à 300 mètres sous sol. Et quand il transmet cet ordre, à côté de l'homme qui va l'autoriser à tirer, il y a ce qu'on appelle un officier qui est là pour voir s'il va respecter le droit international humanitaire. Et en fonction des informations qu'il va lui donner, il va autoriser ou corroborer la frappe. Et on est véritablement dans une volonté de dire on ne doit faire, nous, 0 mort civile. C'est-à-dire que s'il y a le moindre doute, un officier français ne va jamais tirer. Voilà. Ce qui est totalement une politique totalement opposée au niveau des États-Unis. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont cure de la population civile, mais ça veut dire qu'il y a une volonté en premier d'abattre les populations terroristes. Voilà. Donc, même si les pilotes de drones savent qu'ils tuent, la question, c'est de savoir, est-ce qu'ils savent ce que c'est de tuer? Et là, je reviens, je ne vais pas vous refaire l'image de mon poilu, mais la question, elle est là. Donc la guerre devient véritablement un travail de bureau, ce qui pose problème, une nouvelle fois. On s'aperçoit qu'un certain nombre de pilotes américains qui sont au sol, mais qui pilotent des drones, commencent à avoir des problèmes schizophréniques assez importants. Et ça pose aussi des problèmes aujourd'hui de recrutement directement au sein de l'armée de l'air américaine. Puisque d'une part, il y avait une sorte de déconsidération de ces personnes qui étaient qualifiées de pilotes tout en restant au sol, et d'autre part, on s'aperçoit que ces personnes qui sont pilotes au sol ont des problèmes au bout d'un certain nombre d'années du fait justement de savoir qu'ils tuent des gens via une sorte de jeu vidéo interposé.
Et donc ça pose problème. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'actions de médecine qui sont faites auprès de ces personnes, qui essayent de leur expliquer qu'il faut décloisonner le moment de la période de travail, le moment d'horaire de bureau, on va dire en quelque sorte, et puis le moment où ils vont rentrer chez eux, ils vont reprendre une vie normale. Et ça, c'est vrai que pour un militaire, c'est extrêmement compliqué. Du moins, je l'imagine, n'étant pas militaire. Mais c'est ce qui ressort des différentes données. Alors aujourd'hui, le drone, le respect du droit de la guerre, est-ce que les drones armés sont autorisés par la loi? Que dit le droit international humanitaire? Du fait qu'il y a une utilisation beaucoup plus massive de ce système d'armes a immédiatement provoqué beaucoup de préoccupations à travers le monde, de deux ordres, humanitaire et juridique. On a deux cadres légaux aujourd'hui qui sont disponibles. Soit on est dans le cadre du droit des conflits armés, les règles de la guerre, c'est-à-dire que des lois qui régissent les conflits armés, c'est le droit international humanitaire, ce qui suppose qu'il y a un droit de violence, d'homicide, uniquement auprès des militaires, hein, c'est toujours ça, hein, l'idée du droit de la guerre. On laisse toujours les populations civiles. Et donc ce droit ne prohibit pas l'utilisation de drones, bien évidemment. Ces drones ne diffèrent pas en fait des aéronefs, c'est-à-dire des avions, dans ce cadre-là, même s'ils n'ont pas de pilote. Donc ça, c'est vraiment important. Et le deuxième cadre légal, c'est celui dans lequel s'inscrit le droit de légitime défense. C'est celui-ci qui pose le plus problème, c'est celui-ci qui est utilisé le plus souvent par les Américains pour dire que c'est dans un cadre de légitime défense. Et c'est là-dessus, il y a souvent une lecture qui est bien différente selon les États qui est faite. Schématiquement, en fait, le droit de légitime défense, c'est lorsqu'un agent de la force publique, enfin, comme un policier, va faire usage de son arme pour se défendre d'une action qu'il va juger, qui va lui poser un problème de sa propre sécurité. Donc là, on imagine, mais ce cadre de légitime défense doit se faire dans un cadre d'action directe, imminente et écrasante. C'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'un policier va sortir son arme parce qu'il va se sentir menacé ou qu'on va le tirer dessus directement. Donc il réagit. Là, on est dans un cadre où tout d'un coup, on va envoyer un certain nombre de drones, des mâles, des drones HAL dans le ciel, armés, non armés, et qui vont surveiller. Et lorsqu'on va voir qu'on a une possibilité de tuer quelqu'un, on va aller le frapper. Et c'est ça qui pose problème, c'est qu'on n'est plus dans la notion de légitime défense, c'est qu'on est véritablement dans la notion d'assassinat directement. Ça pose tellement de problèmes qu'aujourd'hui l'ONU a décidé d'ouvrir un certain nombre d'enquêtes internationales, notamment sur un certain nombre d'assassinats qui ont été réalisés tant au Pakistan, au Yémen, en Somalie et en Afghanistan. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de populations civiles qui ont été touchées en même temps. Et ça montre bien aujourd'hui qu'il y a un combat juridique très important qui est fait au sein même de l'ONU sur l'autorisation, la justification de ce type d'utilisation d'armes. D'autre part, ce qui pose problème, c'est le droit tout d'un coup de s'arroger l'espace aérien d'un autre État. C'est-à-dire que le drone, il n'est pas sur le territoire ou l'espace aérien américain, il est tout d'un coup sur l'espace aérien du Pakistan ou sur l'espace aérien du Yémen. Donc vous empiétez sur un espace qui ne vous appartient pas sans l'autorisation directe de cet État. Et donc ça aussi, ça pose un problème de légitimité en termes purs de droit. Il faut bien voir qu'il faut essayer de laisser de côté l'aspect de la personne terroriste qui veut ou va commettre un attentat en Europe. On doit rester sur la question, sur la notion de droit. Et c'est ce qui nous différencie, j'aurais tendance à dire, justement, de la personne qui est complètement folle, puisque nous, l'idée, c'est que justement, on a un droit et on essaye de le respecter, et c'est en ça qu'on reste des personnes sensées. Les victimes civiles sont extrêmement nombreuses, comme je l'ai dit, notamment au Pakistan. Dans le nord du Pakistan, il y a eu énormément de victimes civiles qui ont été tuées. Les autorités pakistanaises ont ainsi saisi Amnesty International, qui a dénoncé le trouble et le manque de transparence qui ont entouré un certain nombre d'attaques au sol, d'attaques américaines dans cette partie du monde. Amnesty International a écrit de nombreux rapports sur des attaques notamment au Waziristan du Nord. C'est une zone tribale du Pakistan proche de l'Afghanistan, où il y a eu où il y a eu plus de 330 attaques de drones qui ont été faites depuis 2004, qui ont tué des populations civiles, des femmes, des enfants, des grands-parents, pour montrer justement l'importance et le danger de cette utilisation. Comme je le dis une nouvelle fois, c'est uniquement les Américains qui font et qui réalisent ce type d'action. Aujourd'hui, à travers le monde, il n'y a pas d'autres nations qui ont actuellement mis en œuvre ce type de politique, ce type de frappe.
Barack Obama a largement, on l'a vu, augmenté le nombre d'attaques au sol, provoquant un certain nombre de dégâts et provoquant des certain nombre de manifestations tant à l'ONU à Genève qu'aux Nations Unies pour justement dénoncer ces morts. Puisqu'il faut bien voir que la question c'est voilà, qui est le prochain? Et dans les victimes civiles, c'est véritablement ça qui pose le problème. Ça fait peser véritablement sur ces populations un drame psychologique extrêmement important. Parce que mentalement, elles savent qu'elles sont dans des régions dangereuses, où il y a de nombreux terroristes, et elles savent qu'au-dessus d'elles, il y a quelque chose qui à tout moment peut venir les frapper, parce qu'elles vont passer à côté de la maison, ou parce que la voiture du terroriste visé va passer à côté d'elles. Et ça, véritablement, c'est une menace et c'est une perception de la vie qui n'est aujourd'hui pas acceptable au XXIe siècle. On peut imaginer que les populations françaises qui vivaient pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, ou les populations londoniennes plutôt, qui ont été frappées par ces bombes volantes nazies, enfin allemandes, lorsqu'elles entendaient les sirènes, elles avaient un stress mental extrêmement important. Et bien on voit aujourd'hui chez les enfants notamment un stress mental extrêmement important qui provoque de nombreux troubles et qui provoque voilà, de nombreuses maladies par la suite. Donc ça, voilà le nombre, certaines choses qui aujourd'hui sont dénoncées à travers le monde. Alors la France. On a, comme je l'ai dit, une première utilisation des drones au début des années 20 avec notre capitaine Max Boucher, mais on ne va pas y voir un grand intérêt militaire, mais je dirais, on n'est pas les seuls, hein, on y aura vu un intérêt militaire qu'à partir des années 50-60. C'est l'armée de terre dans les années 50 qui va commencer tout doucement à s'intéresser à ces engins inhabités. L'objectif en premier, en fait, pour nous Français, c'est de créer des cibles pour nos avions de chasse ou pour les missiles qu'on est en train de concevoir. Donc on va doter en fait des avions en fin de vie, on va les doter de ce système de technologie qui permettra de les piloter au sol pour pouvoir tout simplement les détruire par des avions avec des pilotes ou par des missiles qu'on est en train de concevoir. Donc ça, c'est véritablement les premières actions pour l'armée de terre qui seront faites. L'armée de terre, elle, va aussi commencer à travailler dessus tout doucement, parce qu'elle va comprendre rapidement son intérêt. Elle est au sol, elle a besoin de savoir ce qui se passe sur l'autre côté de la colline. Donc l'intérêt étant d'éviter d'avoir des renseignements le plus rapidement possible. Donc on va commander à la société Nord Aviation, qui n'existe plus aujourd'hui, mais là aussi une grande société aérienne dans les années 50-60 jusqu'aux années 80, un premier engin de reconnaissance qui s'appellera le R20. Et puis on va développer un peu plus aussi ces notions pour l'armée de terre de drones, mais aussi dans le cadre de notre force de dissuasion nucléaire. L'armée de terre qui avait des systèmes de missiles au début des années 80-90 qui s'appelaient les Pluton et Hadès, qui étaient des missiles qui devaient aller frapper le territoire allemand, s'était doté de ce type de système de drone justement pour avoir une reconnaissance à la fois sur avant la frappe et après la frappe pour voir quels étaient les résultats. Donc voilà. Mais véritablement, c'est la guerre du Golfe qui va montrer toute l'importance. On sera doté à ce moment-là d'un premier système qui s'appellera le mini avion de reconnaissance télépiloté, le MART, qui sera donné à la fameuse division, peut-être que vous l'avez entendu, ou de nom ça va vous évoquer, la division Daguet, qui avait été utilisée, enfin employée à cette époque-là. Donc le MART va réaliser près d'une trentaine de missions, va montrer toute son importance en termes de reconnaissance. Voilà, c'est les premiers balbutiements, c'est les premières actions véritablement qui ont été faites. Mais sur le plan industriel, à cette époque-là, les industriels français et le pouvoir politique français aussi ne va pas en saisir toute l'importance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, 20 ans plus tard, on est obligé d'aller acheter aux États-Unis, puisqu'on n'a pas véritablement d'industrie française extrêmement pointue et qui peut maintenant nous fournir ce système d'armes. Ce qui va véritablement provoquer en fait une volonté chez les hommes politiques et ce qui va montrer, puisque ceux-ci vont comprendre toute l'importance, parce que les militaires l'auront compris avant eux, c'est le drame d'Uzbin en Afghanistan, où pour la première fois depuis de très nombreuses années, en fait, l'armée française va perdre 10 militaires, va avoir 21 blessés, et principalement elle a eu cette perte d'hommes en Afghanistan parce qu'elle a manqué de moyens de renseignement. On sait que si elle avait été dotée de systèmes de renseignement de type drone, elle aurait pu savoir qu'on l'attendait à un endroit pour lui tendre une embuscade, et donc il est possible, puisqu'on est dans l'expectative, on n'est pas dans la certitude, il est possible qu'il n'y aurait pas eu ce drame-là. Donc c'est à partir de cette prise de conscience véritablement importante que le ministère de la Défense va engager une refonte et va engager en fait la création véritablement
d'un modèle de drone à la française. Dans le dernier livre blanc de la défense, qui date de 2013, il est donc prévu d'acheter un certain nombre de drones mâles, donc les moyennes altitudes longue endurance, qui vont être achetés, une douzaine devraient être achetés, plus un certain nombre, voilà, ça c'est pour les mâles, pardon. Et puis donc d'ici 2025, donc 12 drones de surveillance de théâtre et plus une trentaine de drones tactiques. Si on essaye de caractériser un peu ce que l'on a en termes de capacité, on a des 18 drones qui s'appellent des SDTI, qui sont capables d'assurer principalement des missions de surveillance du champ de bataille et de réglage de tir d'artillerie. Ça reste aussi important de savoir si on a visé au but ou pas, même si on peut arriver par d'autres moyens. Donc ça, c'est principalement ceux qui sont attribués à la composante terrestre, qui sont montés sur des véhicules, dont on est doté d'un certain nombre. On a les fameux drones DRAC, qui s'appellent des drones de reconnaissance au contact, qui est donc un moyen d'observation qui est uniquement destiné à la collecte d'informations de jour comme de nuit. Ça aussi, c'est extrêmement important. Vous avez des drones qui n'ont pas la capacité d'une vision infrarouge, d'une vision de nuit, donc ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes. Sachant que ce drone a un rayon d'action assez faible, mais l'idée n'étant pas de savoir ce qui se passe à l'autre bout de la planète, mais seulement à quelques dizaines de kilomètres pour les forces armées, pour les troupes au sol. Après, on arrive dans une échelle un peu plus importante. Donc ça, c'est le SDTI. Vous voyez un peu son importance, ce qui nécessite un camion, qui nécessite un certain nombre d'hommes pour pouvoir l'utiliser et l'employer. Donc une logistique importante, à la différence... Alors, on est sur le drone Arfange. Je pensais... Bon, c'est ce qui me semblait qu'il y avait eu un décalage. À la différence du DRAC qui s'emploie uniquement par un lancer à la main. Et puis on a le drone Harfang, vous voyez qu'il ressemble déjà, on a la sensation que c'est presque un avion, hein, même si c'est un petit avion, ça reste une sensation d'avion. Lui qui a une capacité d'observation en temps réel au poste de commandement, ce qui veut dire que concrètement, il retransmet, puisqu'il est doté de différentes boules optroniques, il retransmet une image, il retransmet un certain nombre d'observations en direct, en live, si je puis dire, auprès d'une base aérienne, principalement la base de Montverdun, puisque cette base pilote l'ensemble des actions qui se déroulent au Mali, par exemple, et dans tout le nord de l'Afrique. Et ce qui permet en fait, évidemment, aux militaires sur place de disposer de ces informations à l'instant T, puisque c'est ça la force aujourd'hui de nos armées, de pouvoir disposer de ces informations. Donc il est employé énormément aujourd'hui dans cette mission malienne qui s'appelle l'opération Serval, encore jusqu'à quelques temps. Et il a battu un record, si on peut appeler ça un record, mais les militaires aiment bien de temps en temps mettre en avant certaines capacités. Il est resté en l'air pendant près de 26 heures, voilà, montrant une capacité d'autonomie assez importante. Et puis, donc comme je l'indiquais, comme on est en manque de ce système de drone de reconnaissance, comme on est aussi en prévision du futur, comme les politiques évoluent, la France a décidé de se doter de ce système, la faucheuse, le Reaper, en allant les acheter directement auprès des États-Unis. L'avantage, c'est que l'achat est dit sur étagère, c'est-à-dire que comme vous allez acheter un meuble Ikea sur étagère, eux, ils vont aller acheter aux États-Unis quelque chose qui est déjà conçu, qui existe déjà, qui évite donc de créer, donc qui permet de gagner du temps. Ce drone au départ devait être francisé, c'est-à-dire qu'on devait lui apporter un certain nombre de technologies françaises dans le but d'aider nos industriels à comprendre les technologies ou dans le but de les hisser à ce niveau-là. Finalement, il a été décidé de le laisser bien américain pour éviter une perte de temps et d'engendrer un certain nombre de coûts. La différence, c'est que celui-ci, évidemment, aujourd'hui, pour nous, il ne fait que de la reconnaissance aérienne, que de la retransmission d'informations. Mais il pourrait être aussi équipé de systèmes d'armes. Et ça, c'est la question qui se pose dans les prochains mois, dans les prochaines années. On aura cette option, cette possibilité, l'homme politique en tout cas, aura cette possibilité de concéder aux militaires la capacité d'avoir un drone armé, puisqu'ils l'ont déjà sur place. Donc on en a trois autres doivent être achetés pour une somme d'un peu plus de 1,15 milliard d'euros. Non, la totalité, 12 doivent être achetés pour 1,15 milliard d'euros. Donc voilà, donc ça fait déjà une certaine somme. 3 ont été achetés, 3 autres doivent être achetés d'ici l'année prochaine, et puis ça va continuer pendant quelques années. L'idée est donc d'arriver à ce nombre de 12 drones.
en se dotant de ce système-là, véritablement la France reste en termes de capacité aérienne à un niveau très très élevé et dans l'une des premières armées au monde. Malgré tout ce que l'on entend, il faut bien voir que le budget de la défense reste quand même le deuxième, certes loin derrière l'éducation nationale, mais quand même le deuxième budget de la défense de la France avec, de la France avec un peu plus de 32 milliards sans les pensions des militaires, ce qui est quand même très important. Donc voilà. Ce type de drone a par exemple permis de repérer, outre des terroristes, mais de repérer aussi la carcasse du dernier vol malheureusement qui s'est crashé derrière Algérie, puisque ça a permis d'avoir une reconnaissance beaucoup plus importante. Là aussi c'est pareil, ça permet au lieu d'envoyer des hélicoptères qui demandent à un moment donné de venir remettre de l'essence ou une fatigue des hommes, un ensemble de choses, lorsque vous pouvez faire voler ce système pendant près de 20 heures, ça vous permet quand même de couvrir des zones qui sont extrêmement vastes, à une altitude extrêmement importante, ce qui est évidemment très, très intéressant. Donc voilà sur quoi s'est dotée la France dernièrement. Mais les drones, comme je l'ai indiqué, sont donc de partout. Tout le monde aujourd'hui s'en dote. Israël, l'Iran, la Chine, le Brésil, les groupes terroristes, les sociétés militaires privées. Par exemple, l'Iran a entrepris de se doter de drones à la suite, au lendemain de la guerre qu'il opposait à l'Irak dans les années 80-90, a compris tout l'intérêt de ces technologies, est arrivé il y a quelques années à détourner un drone américain qui survolait la frontière iranienne et est arrivé à récupérer cette technologie plus ou moins américaine. C'est l'image que vous voyez de la photo en dessous. Alors on a quelques doutes sur la réalité, puisque vous savez on est toujours un peu dans un jeu de dupes par moment. On a quelques maquettes qui sont censées faire office de réalité, mais il semblerait quand même que les Iraniens soient arrivés à un niveau technologique assez important, ou du moins correct, aidés aussi notamment par les Chinois. Les Turcs de la Turkish Aerospace Industry viennent d'annoncer aussi qu'ils ont lancé un nouveau drone. Ils ont décidé aussi de droniser un petit avion biplace qui est un peu à l'image de l'Arfang qu'on voyait un petit peu si vous voulez. C'est un petit avion français qui s'appelle l'Ellipse, qui n'est pas très très grand, mais ils ont décidé de droniser pour pouvoir justement le vendre à un ensemble d'États africains qui ont un besoin, eux, extrêmement important de systèmes aériens. Sauf que ces États africains n'ont pas les capacités financières de se doter véritablement d'avions. Donc là, en se dotant de systèmes dronisés, de petits avions, ils vont pouvoir s'assurer une couverture aérienne importante et voire peut-être même là aussi les équiper en système d'armes. Donc j'ai cité Israël avec l'un des sociétés les plus importantes, Israel Aerospace, qui travaille sur la conception là, de drones miniatures en forme de papillons par exemple pour obtenir des renseignements. La Chine également est extrêmement avancée sur un certain nombre de drones, notamment elle cherche à disposer de drones de capacité furtive, c'est-à-dire qu'ils soient invisibles, qui ne donnent pas de signature radar, ce qui serait là aussi un élément extrêmement important et intéressant en termes de capacité militaire. Les groupes terroristes, le Hezbollah a par exemple en octobre 2012 lancé un premier drone, il a été abattu par l'aviation israélienne. Il y a quelques mois, le Hamas a fait pareil pour fêter son 27e anniversaire, ce qui montre bien que finalement cette technologie est tombée dans les bras de tout le monde et pose petit à petit un problème. Alors, évidemment, on n'est pas à chaque fois dans le même niveau extrêmement important de technologie, on n'a pas un drone qui va voler pendant 300 jours dans l'espace, mais ce système-là, s'il est doté d'équipements militaires, peut permettre à des groupes terroristes de réaliser des actions extrêmement importantes, notamment en termes de communication, puisque c'est souvent ça qu'eux ils recherchent. Ce n'est pas seulement le nombre de morts qui est recherché, c'est aussi la violence de la communication. On peut imaginer que si un drone du Hezbollah ou du groupe ou du Hamas allait tomber en plein milieu de Jérusalem, qui n'était pas déjoué par les capacités anti-aériennes israéliennes, serait une force extrêmement importante auprès de la population israélienne qui ne se sentirait plus du tout en sécurité. On a des sociétés militaires privées, alors principalement américaines, anglaises ou sud-africaines par exemple. On n'a pas ce système-là encore de société militaire privée en France, ou du moins on n'a pas cette autorisation à donner le pouvoir à des hommes de se doter d'armes. Il y a quelques exceptions sur les bateaux où on autorise des personnalités à être dotées d'armes pour se défendre, notamment dans les eaux somaliennes par exemple, où il y a des problèmes de piraterie. Mais voilà, on a une grosse société militaire privée américaine qui s'appelle Blackwater,
qui a changé de nom pour différentes raisons, pas très positives évidemment, qui s'appelle XA aujourd'hui, qui lui aussi s'est doté d'un premier drone qui s'appelle le Polar 400, qui est capable de voler à une altitude de 3000 mètres, à une vitesse avoisinant les 100